Imaginez. Vous vous trouvez dans les couloirs de marbre d'une villa romaine au crépuscule. Des lampes à huile projettent des ombres dansantes sur les murs décorés de fresques. À travers de fines pétitions en tissu, vous entendez des conversations chuchotées entre Adomina et ses esclaves, planifiant les rituels de beauté du lendemain. L'air est chargé d'odeurs d'huile de rose, d'encens brûlant, et d'autres choses, quelque chose de métallique et d'étrange. L'épouse d'un sénateur sort de ses appartements privés, le visage peint à la céruse, les lèvres teintées de rouge par des cosmétiques à base de mercure qui l'empoisonneront lentement au fil des ans. Elle se dirige gracieusement vers le bureau de son mari, où l'attendent d'importants invités, mais ses pas portent le poids de coutumes si étrangères à notre sensibilité moderne qu'elles semblent tirer de rêves fiévreux plutôt que de documents historiques. Avant de plonger dans ces histoires oubliées de survie et de souffrance, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour recevoir d'autres contenus comme celui-ci. N'hésitez pas à commenter ci-dessous pour me dire d'où vous écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ensemble ces histoires anciennes venues de différentes parties du monde, connectées par-delà le temps et l'espace par notre curiosité commune pour le passé. Ce que nous appelons aujourd'hui l'intimité, les moments intimes entre amoureux, les habitudes de toilette, les relations familiales, existaient dans des cadres si radicalement différents dans la Rome antique qu'ils remettent en question toutes nos idées reçues sur la nature humaine. Il ne s'agissait pas d'aberration ni d'exception à la vie romaine. Elles étaient intégrées au tissu social, soutenues par le droit, la religion et les coutumes, créant une civilisation où les rapports de force, les rôles de genre et la sexualité humaine obéissaient à des règles qui nous horrifient autant que nous fascinent. En 79 après Jésus-Christ, lorsque le mont Vivius ensevelit Pompéi sous les cendres volcaniques, il conserva non seulement des bâtiments et des corps, mais aussi des traces de pratiques intimes dont les Romains eux-mêmes ne parlaient souvent qu'à voix basse. Des fouilles archéologiques ont révélé des chambres à coucher aux rites explicites. Fresques, imprégnées de hiérarchies sociales complexes, et d'espaces privés où les frontières entre plaisir, douleur et pouvoir s'estompaient au point d'être méconnaissables. Prenons l'exemple du concept romain de pudicia, souvent traduit par chasteté ou modestie, mais qui recouvrait un concept bien plus complexe. Pour les femmes romaines, la pudicésia ne se résumait pas à une simple question de pureté sexuelle. Il s'agissait de maintenir l'équilibre précis entre disponibilité et retenue qu'exigeait leur position sociale. L'épouse d'un sénateur devait être sexuellement disponible pour son mari tout en restant totalement inaccessible aux autres hommes, non par choix personnel, mais par souci d'honneur et de position politique de son époux. Livie d'Acilia, épouse de l'empereur Auguste, maîtrisait si parfaitement cet équilibre qu'elle devint un modèle de vertu féminine romaine. Pourtant, en secret, elle entretenait un réseau d'informatrices parmi les esclaves de familles importantes, recueillant des renseignements sur les habitudes intimes des rivaux politiques de son mari. Elle comprenait qu'à Rome, les informations personnelles étaient monnaie courante et que les secrets de chambre pouvaient renverser des gouvernements. Le mariage romain lui-même reposait sur des principes qui semblaient presque commerciaux par leur nature calculée. Les mariages au sein de l'élite étaient des négociations entre familles visant à consolider leur patrimoine, à forger des alliances politiques et à engendrer des héritiers légitimes. L'amour, s'il se développait, était considéré comme un agréable bonus plutôt qu'une condition préalable. Les nuits de noces étaient souvent la première rencontre privée des couples, et la pression pour consommer le mariage avec succès pouvait être écrasante. Plénie, le jeune, écrivant à un ami en 97 après Jésus-Christ, décrit la nuit de noces d'un jeune couple issu de familles aisées. La jeune fille, âgée d'Accent grave peine 14 ans, tremblait tandis que sa mère et ses tantes la préparaient pour la cérémonie qui allait la transformer d'enfant en épouse en une seule soirée. Son mari, de 20 ans son aîné, attendait dans la chambre attenante, tandis que des femmes plus âgées lui expliquaient des devoirs qu'elle comprenait à peine. Le lit conjugal avait été béni par les dieux de la maison, aspergé d'eau sacrée et drapé de tissu teint d'une nuance de rouge précise qui dissimulerait les traces de sa perte de virginité. Les coutumes sexuelles romaines reconnaissaient des catégories d'êtres humains plutôt que simplement des hommes et des femmes. Citoyens, non-citoyens, esclaves, affranchis et étrangers occupaient des positions différentes dans une hiérarchie complexe qui déterminait non seulement le statut social, mais aussi les rôles et les attentes sexuelles.
Un citoyen romain pouvait avoir des relations sexuelles avec des esclaves, des prostituées ou des étrangers sans être censuré, mais ses interactions avec les épouses ou les filles d'autres citoyens étaient strictement réglementées et potentiellement mortelles. Gazilius découvrit cette distinction de manière fatale en 48 après Jésus-Christ, lorsqu'il épousa Valeria Messilina, épouse de l'empereur Claude, alors que ce dernier était absent de Rome. La validité juridique du mariage importait moins que sa remise en cause symbolique de l'autorité impériale. Au retour de Claude, Silius et Messilina furent tous deux exécutés, non pas principalement pour adultère, mais pour avoir menacé l'ordre politique par leur transgression sexuelle. L'esclavage ajoutait une complexité supplémentaire à la vie intime romaine. Les esclaves domestiques étaient considérés comme des extensions du corps de leurs propriétaires, disponibles pour un usage sexuel sans consentement ni protection légale. Les Romains fortunés entretenaient souvent des esclaves spécialisés pour différents aspects de la vie intime, des soins cosmétiques, des cubiculariats pour le service de chambre et des concubines pour les relations sexuelles continues qui existaient parallèlement au mariage légal. Marcus Cassius, l'un des hommes les plus riches de Rome au 1er siècle avant Jésus-Christ, possédait, selon certaines sources, plus de 500 esclaves dans sa seule maisonnée urbaine. Parmi eux se trouvaient des dizaines de jeunes hommes et femmes, sélectionnés pour leur beauté physique et formés à des arts allant bien au-delà du service domestique. Les auteurs romains de l'époque évoquent l'existence de rituels élaborés au sein de ces foyers. Des rassemblements nocturnes où les esclaves exécutaient non seulement de la musique et de la poésie, mais aussi des services intimes brouillant les frontières entre divertissement, culte et exploitation sexuelle. La culture thermale romaine créait des espaces où les frontières sociales et sexuelles s'appliquaient selon des règles soigneusement calibrées. Les bains publics servaient de centre de vie sociale, mais aussi de lieu de rencontre sexuelle allant du flirt subtil aux propositions explicites. Hommes et femmes se baignaient séparément dans la plupart des établissements, mais la mixité sociale qui régnait dans les espaces adjacents conduisait souvent à des arrangements conclus en privé. Sénéca le Jeune, écrivant vers 60 après Jésus-Christ, se plaignait du bruit provenant d'un établissement de bain situé sous son appartement, des grognements des hommes soulevant des poids, des claquements de peau pendant les massages, des cris de ceux qui se faisaient épiler à la pince à épiler, et, plus profondément, des négociations chuchotées entre les frères et les préposés qui proposaient des services non annoncés. Son irritation révèle un monde où le commerce du sexe était si profondément ancré. La vie quotidienne était telle qu'elle se déroulait ouvertement au sein des institutions publiques. Les pratiques d'épilation romaines frisaient l'obsession, notamment parmi les classes supérieures. Hommes et femmes s'épilaient en utilisant des méthodes souvent atroces, pinces chauffantes, cire primitive à base de résine de pin, et même pierre de ponce, utilisées pour arracher les poils de la peau. Les Romains fortunés employaient des esclaves spécialisés, les alipilari, dont la seule responsabilité était l'épilation grâce à ces techniques brutales. Martial, poète d'origine espagnole du 1er siècle après Jésus-Christ, décrit comment l'épouse d'un sénateur subit une séance d'épilation. Elle restait immobile tandis que son esclave s'occupait, avec une pince à épiler en bronze chauffé au rouge, de chaque poil de ses bras, de ses jambes et de ses parties intimes, tout en conservant l'expression stoïque d'une matrone romaine. Des larmes coulaient silencieusement sur ses joues, mais elle n'émettait aucun son pouvant suggérer une faiblesse ou une plainte. L'opération dura des heures et, une fois terminée, sa peau était à vif et saignante, mais parfaitement lisse, conformément à la mode exigée par sa position sociale. Les cosmétiques de la Rome antique contenaient souvent des substances que nous savons aujourd'hui mortelles. Le maquillage blanc à base de carbone de plomb donnait aux femmes au teint pâle, symbole de richesse et de loisir. Mais une utilisation prolongée entraînait une intoxication au plomb, provoquant des lésions neurologiques, la stérilité et la mort. Le fard à joues à base de mercure produisait de magnifiques lèvres et joues rouges tout en détruisant lentement le système nerveux. Les eyeliners Kohl contenaient de l'antimoine et d'autres métaux toxiques. Dans son Ars Amatoria, rédigé vers l'an 2 après Jésus-Christ, il fournissait des instructions détaillées pour les routines de beauté féminine, qui se lisaient comme des recettes de suicide progressif. Mélangez du blanc de plomb avec du vinaigre jusqu'à obtenir une pâte lisse. Appliquez ensuite une couche épaisse sur le visage et le cou. Pour les lèvres, écrasez du cinabre avec de l'huile de rose et de la graisse animale.
tracer un contour des yeux avec de l'antimoine mélangé à du miel et du vin. Les femmes suivant ces instructions se peignaient littéralement jusqu'à en mourir pendant des années, voire des décennies, poursuivant des standards de beauté qui exigeaient le sacrifice de leur santé et de leur longévité. Les pratiques contraceptives et abortives romaines reposaient sur des substances et des procédures souvent plus dangereuses que les grossesses qu'elles étaient censées prévenir. Le sulfium, une plante récoltée jusqu'à l'extinction sur les côtes libyennes, était si prisé pour ses propriétés contraceptives qu'il figurait sur des pièces de monnaie représentant des sirènes et était vendu au poids de son argent. Les femmes le consommaient dans diverses préparations, dont les composés actifs étaient si concentrés que les surdoses étaient souvent mortelles. Sorinus d'Éphèse, médecin grec exerçant à Rome au IIe siècle après Jésus-Christ, a documenté d'autres méthodes contraceptives en gynécologie. Certaines femmes insèrent de la laine imbibée de miel, de résine de cèdre ou de vinaigre avant les rapports sexuels. D'autres consomment des mélanges de sulfate de cuivre, de rouille de fer ou de coléoptère broyé. D'autres encore tentent d'empêcher la conception par des exercices violents, des bains chauds ou des chutes volontaires. Son ton clinique masque le désespoir de femmes risquant leur vie pour contrôler leur fertilité dans une société qui leur offrait peu d'alternatives légales ou sociales. Les pratiques d'avortement étaient encore plus dangereuses. Le droit romain autorisait généralement l'avortement, considérant le fœtus comme une partie du corps de la mère plutôt que comme une entité distincte. Mais les procédures disponibles étaient brutales et souvent mortelles. Les femmes consommaient des plantes toxiques comme le pennyroyal rue et le savin, qui provoquaient des fausses couches en empoisonnant tout leur organisme. D'autres subissaient des interventions mécaniques utilisant des instruments en bronze, souvent responsables d'hémorragies, d'infections ou de lésions internes. Dans son histoire naturelle, achevée vers 77 après Jésus-Christ, Plénie l'Ancien décrit la tentative d'une femme riche d'interrompre une grossesse non désirée. Elle avait consommé diverses herbes pendant des jours sans succès, s'affaiblissant et se désespérant. Finalement, elle autorisa un médecin grec à insérer des instruments de bronze dans son utérus, tandis qu'elle mordait une lanière de cuir et que ses proches la maintenaient immobile. L'intervention réussit à interrompre la grossesse, mais une infection s'installa quelques jours plus tard. Elle mourut dans d'atroces souffrances. Sa famille raconta à ses voisins qu'elle avait succombé à la fièvre plutôt que d'en avouer la véritable cause. L'attitude romaine envers l'homosexualité obéissait à des codes sociaux complexes, peu liés à l'attirance émotionnelle, mais au rapport de force. Les relations sexuelles entre hommes étaient acceptables et souvent célébrées à condition qu'elles respectent les limites hiérarchiques. Un citoyen romain pouvait jouer un rôle actif auprès d'esclaves, d'étrangers ou de personnes socialement inférieures sans être critiqué. Mais être pénétré par un autre homme, indépendamment du consentement ou du désir, était considéré comme profondément honteux et potentiellement criminel. Tout au long de sa carrière, Jules César a dû faire face à des rumeurs persistantes concernant sa prétendue relation passive avec Nicamède IV de Béthnie durant sa jeunesse. Ses ennemis politiques le surnommaient « reine de Béthnie » et suggéraient que ses conquêtes militaires visaient à compenser cette humiliation sexuelle perçue. La véracité des accusations importait moins que leur capacité à nuire à sa réputation. Dans la culture romaine, la domination sexuelle était incompatible avec l'autorité politique. La relation de l'empereur Adrien avec le beau jeune homme Antonius scandalisa certains contemporains, non pas parce qu'elle était homosexuelle, mais parce que l'attachement émotionnel évident d'Adrien suggérait qu'il avait renoncé à la position dominante attendue d'un souverain romain. Lorsqu'Antino se noya dans le Nil en 13 après Jésus-Christ, le chagrin d'Adrien fut si accablant qu'il déprécia le jeune homme et fonda une ville en son honneur. Des actes que beaucoup de Romains considéraient comme des manifestations indignes de faiblesse amoureuse. La prostitution romaine s'inscrivait dans un cadre juridique qui reconnaissait différentes catégories de travailleuses du sexe, avec des droits et des positions sociales variées. Les meurithras étaient des prostituées enregistrées qui travaillaient dans des maisons closes et payaient des impôts sur leurs revenus. Les ansli étaient des esclaves dont les propriétaires louaient leurs services sexuels. Les feroculi étaient des femmes de classe sociale supérieure qui avaient perdu leur respectabilité suite à l'adultère ou à d'autres scandales et s'étaient lancées dans la prostitution informelle. Un bordel de Pompéi, préservé par les cendres volcaniques, révèle les conditions de travail des travailleuses du sexe de l'Antiquité. Les chambres étaient de minuscules cabines de pierre,
à peine assez grande pour un lit étroit, ornée de fresques explicites sur les murs représentant divers actes sexuels et leurs tarifs. Les graffitis laissés par les clients comprenaient des noms, des critiques vulgaires et, parfois, des expressions d'affection sincère pour certaines femmes. Une inscription dit « Restitue. Tu as une façon si douce de bouger tes hanches », suggérant que même dans les transactions commerciales, des liens humains naissaient parfois. Le quartier de Sabura à Rome abritait la plus grande concentration de maisons closes, de tavernes et de lieux de divertissement de la ville. Les hommes riches venaient se déguiser, vêtus de vêtements ordinaires et se couvrant le visage pour éviter d'être reconnus. Juvénile, écrivant versant après Jésus-Christ, décrit des sénateurs et même des prêtres fréquentant ces établissements. Ils arrivent à la nuit tombée, leurs toges troquées contre des tuniques grossières, leurs anneaux sénatoriaux dissimulés dans des bourses. À l'aube, ils retournaient à leur villa et à leur vertu publique, comme si les activités nocturnes se déroulaient dans un monde à part, gouverné par des dieux différents. Les contrats de mariage des Romains fortunés comportaient souvent des dispositions détaillées sur le comportement sexuel, qui ressemblaient davantage à des accords commerciaux qu'à des relations amoureuses. Ces documents, conservés sur papyrus et tablettes de bronze, précisaient non seulement les règles de propriété, mais aussi les comportements attendus, notamment la fréquence des rapports sexuels, les méthodes de contraception acceptables et les sanctions pour diverses formes d'adultère. Un contrat de mariage de 134 après Jésus-Christ entre deux familles romaines importantes comporte cette clause. L'épouse doit se soumettre aux exigences sexuelles de son mari au moins 2 fois par semaine, sauf en cas de maladie, de menstruation ou de purification religieuse. Elle ne doit pas refuser les demandes inhabituelles, sauf si elles entraînent des blessures physiques ou nécessitent la présence de personnes supplémentaires. Tout manquement à ces exigences entraînera des pénalités financières déduites de sa dot. Les nuits de noces romaines comportaient souvent des rituels élaborés destinés à assurer la fertilité et l'harmonie conjugale. La mariée était portée jusqu'au seuil pour empêcher les mauvais esprits de pénétrer par ses pieds. Ses cheveux étaient coiffés d'une lance ayant tué un gladiateur, symbolisant le courage dont elle aurait besoin pour accoucher. Le lit conjugal était béni par des matrones mariées une seule fois et ayant des enfants vivants, tandis que les jeunes garçons répandaient des noix et des fruits pour favoriser la fertilité. Dans son chant de mariage pour Junior et Manla, vers 60 avenue Jésus-Christ, Catalyste décrivait la cérémonie qui précédait la première nuit du couple. La mariée est assise en silence tandis que des femmes plus âgées lui retirent ses vêtements d'enfance et la revêtent de la robe safran du mariage. Son visage est peint d'argile sacrée, ses cheveux sont noués de rubans bénis par les dieux de la maison. Elle pleure non pas de tristesse, mais de terreur face à la transformation inconnue qui l'attend. Le marié attend dans la chambre voisine, buvant du vin avec ses proches, qui lui prodiguent des conseils à la fois crus et tendres sur les devoirs qu'il doit accomplir avant l'aube. Dans les classes supérieures romaines, le divorce pouvait être demandé par l'un ou l'autre des époux, simplement en déclarant la dissolution du mariage, mais les conséquences sociales et financières variaient considérablement selon le sexe. Les hommes qui divorçaient de leur femme étaient peu pénalisés et pouvaient se remarier immédiatement. Les femmes qui divorçaient étaient confrontées à l'ostracisme social, à la perte potentielle de leurs enfants et à d'importantes difficultés financières, le droit romain favorisant généralement les maris dans les litiges patrimoniaux. Auguste tenta de réglementer le mariage et le divorce par sa Lex Ulia Dearitendi ou Dinibus en 18 avenue Jésus-Christ, obligeant les hommes à se marier et pénalisant ceux qui restaient célibataires ou divorçaient sans motif. La loi eut un effet spectaculaire, créant un marché noir de faux mariages et encourageant les Romains fortunés à trouver des moyens créatifs de contourner ces exigences. Certains hommes épousèrent des esclaves qu'ils libérèrent immédiatement, tandis que d'autres arrangeaient des mariages avec des étrangers vivant dans des provinces lointaines et qu'on ne revit jamais. Les fêtes religieuses romaines comportaient souvent des éléments que le public moderne trouverait choquants en raison de leur sexualité explicite. Les Floralia, célébrées chaque mois d'avril en l'honneur de la déesse Flore, proposaient de nouvelles danses, des représentations théâtrales à caractère sexuel explicite et des accouplements publics censés favoriser la fertilité agricole. Les femmes mariées respectables évitaient généralement la fête, mais les prostituées, les esclaves et les femmes affranchies y participaient avec enthousiasme. Marshall décrit sa participation au Floralia en 88 après Jésus-Christ.
Le théâtre était rempli de citoyens qui condamneraient de tels spectacles dans leurs maisons privées, mais qui applaudissaient avec ferveur les danseuses nues exécutant des numéros qui auraient scandalisé un bordel. Les sénateurs étaient assis aux côtés des esclaves, prétendant tous que c'était le devoir religieux plutôt que la curiosité lascive qui les avait amenés à voir des artistes s'accoupler sur scène tandis que des musiciens jouaient des hymnes sacrés. On disait que la déesse Flore bénissait ceux qui l'honoraient en abandonnant toute pudeur, et la foule semblait déterminée à gagner sa faveur. Les textes médicaux romains révèlent des attitudes envers la sexualité mêlant connaissances pratiques et présupposés culturels sur le genre et le pouvoir. Des médecins comme Galien ont rédigé des descriptions détaillées de l'anatomie humaine et de la fonction sexuelle, mais leurs recommandations reflétaient souvent les hiérarchies sociales plutôt que les faits médicaux. Ils croyaient que les femmes avaient besoin de ressentir du plaisir sexuel pour concevoir, mais aussi qu'un plaisir excessif pouvait les rendre immorales et incontrôlables. Sorano d'Éphèse a donné des conseils aux sages-femmes qui assistaient aux accouchements, révélant ainsi la compréhension que les Romains avaient du lien entre sexualité et reproduction. Si le travail progresse lentement, la sage-femme doit s'assurer que la femme a été satisfaite lors de la conception, car le plaisir ouvre l'utérus et favorise la descente de l'enfant. Dans le cas contraire, l'accouchement peut nécessiter une intervention supplémentaire, par exemple des plantes médicinales ou des manipulations. Les femmes qui conçoivent suite à un viol ou à un travail forcé ont souvent un accouchement difficile, tandis que celles qui conçoivent par passion accouchent plus facilement. L'éducation sexuelle des jeunes Romains s'appuyait sur une combinaison d'instruction directe et d'assimilation culturelle, qui commençait tôt et se poursuivait tout au long de l'adolescence. Les garçons apprenaient la sexualité auprès de parents masculins plus âgés, de tuteurs et par l'expérience directe des esclaves. Les filles recevaient une instruction de leur mère et d'autres femmes mariées, mais leur éducation était principalement axée sur la soumission et l'endurance plutôt que sur le plaisir ou le choix. Les cérémonies de passage à l'âge adulte des garçons romains comportaient des éléments rituels qui marquaient leur transition de l'enfance à la maturité sexuelle. La cérémonie de la toga virili, généralement célébrée lorsque les garçons atteignaient 16 ans, comprenait des sacrifices aux dieux de la maison, des déclarations publiques de virilité et des instructions privées sur le comportement sexuel. Des vestiges archéologiques suggèrent que ces instructions privées incluaient souvent des visites dans des maisons closes ou des rencontres arrangées avec des esclaves expérimentés. La poésie romaine offre un aperçu de la vie émotionnelle de ceux qui naviguaient entre ces attentes sexuelles et sociales complexes. Cullu a écrit avec passion sur sa liaison avec Lesbia, probablement Cleia Matelli, sœur d'un homme politique important, décrivant à la fois un plaisir extatique et une jalousie dévastatrice. Ces poèmes révèlent que malgré les conventions sociales qui accordaient une importance secondaire à l'amour par rapport au mariage, les Romains éprouvaient les mêmes émotions intenses qui caractérisent les relations humaines à travers les cultures et les siècles. Pourtant, même la poésie passionnée de Collu reflète les présupposés romains sur le genre et le pouvoir. Il célèbre l'intelligence et l'esprit des lesbiennes. Mais lorsque leur relation se détériore, son langage devient violent et misogyne. Il menace de violer et de sodomiser ses amants masculins, usant de la domination sexuelle comme d'une arme contre les blessures émotionnelles. Amour et pouvoir étaient si étroitement liés dans la culture romaine que même les relations les plus tendres pouvaient rapidement tourner à la violence lorsque les hiérarchies sociales étaient remises en question. Les pratiques funéraires romaines comportaient des éléments révélant comment l'intimité et la sexualité étaient perçues comme se poursuivant au-delà de la mort. Les familles aisées commandaient des monuments funéraires élaborés représentant des couples mariés allongés ensemble, souvent la main de l'épouse sur la poitrine de son mari, en signe de fidélité éternelle. Ces monuments visaient à rassurer les visiteurs sur le fait que la mort ne pouvait rompre les liens créés par l'union sexuelle et affective. Certaines tombes comportaient des images plus explicites suggérant que les Romains croyaient que le plaisir sexuel perdurait dans l'au-delà. Des fouilles archéologiques ont révélé des chambres funéraires décorées de fresques érotiques et remplies d'objets manifestement destinés à un usage intime. La question de savoir si ces actes représentaient un espoir de plaisir postiche ou reflétaient simplement l'intérêt terrestre du défunt reste débattue parmi les spécialistes. Les attitudes romaines envers le vieillissement et la sexualité différaient sensiblement des conceptions occidentales modernes. On attendait des hommes âgés qu'ils restent sexuellement actifs toute leur vie, et les Romains aisés épousaient souvent des femmes beaucoup plus jeunes, précisément pour garantir une satisfaction sexuelle continue.
Les femmes âgées étaient confrontées à des attentes différentes. Les veuves étaient encouragées à se remarier pour des raisons sociales et économiques, mais les femmes ménopausées qui manifestaient un intérêt sexuel étaient souvent moquées, jugées inappropriées ou désespérées. Juvénal caricaturait les femmes plus âgées qui couraient après des hommes plus jeunes. Hippia, grand-mère de cet enfant, abandonna son mari pour suivre un gladiateur en Égypte. Son visage ridé, peint comme celui d'une jeune mariée, son corps affaissé, drapé d'une soie qui ne trompait personne. Le gladiateur lui prit son argent et ses bijoux, mais lorsqu'elle le rejoignit dans leur logement, il se détourna avec dégoût, marmonnant que certaines pièces coûtaient trop cher à gagner. L'esclavage romain créait des relations intimes qui subsistaient dans un flou juridique et émotionnel. Les esclaves ne pouvaient pas se marier légalement, mais ils tissaient des liens affectifs profonds, reconnus de manière informelle au sein des foyers. Les maîtres libéraient parfois leurs esclaves bien-aimés pour les épouser, mais ces relations restaient compliquées par les rapports de pouvoir qui les avaient créés. Les enfants nés de femmes esclaves appartenaient à leur maître, quelle que soit leur paternité, créant ainsi des familles qui pouvaient être séparées à volonté. Plénie le Jeune écrivait à un ami au sujet de son esclave décédé, Zosmu. Il était plus qu'un serviteur pour moi. C'était un compagnon qui partageait mon lit, mes repas et mes confidences. Lorsqu'il tombait malade, je le soignais moi-même plutôt que de le confier à d'autres esclaves. Sa mort a laissé un vide dans ma famille qu'aucun remplaçant ne peut combler. J'ai libéré son fils et fait construire un tombeau où Zosm était considéré comme mon ami bien-aimé plutôt que comme ma propriété. Je sais cependant que certains trouveront ce sentiment excessif pour un simple esclave. Le droit romain reconnaissait plusieurs formes de mariage, avec des implications juridiques différentes. La confratio était la cérémonie la plus formelle, réservée aux patriciens, et comportait des rituels religieux élaborés qui rendaient le divorce extrêmement difficile. La contio impliquait un achat symbolique transférant la mariée de l'autorité de son père à son mari. L'usu créait le mariage par la cohabitation. Si une femme vivait avec un homme pendant une année entière sans s'absenter 3 nuits consécutives, ils étaient considérés comme légalement mariés. Ces différentes formes de mariage créaient un éventail de relations intimes, assorties de degrés variables de protection juridique et de reconnaissance sociale. Les familles aisées organisaient souvent des mariages forcés pour leurs enfants afin de garantir une légitimité et des droits successoraux maximaux, tandis que les citoyens plus pauvres se contentaient de mariages inutiles, sans cérémonie ni document, mais offrant moins de protection juridique. Les pratiques sexuelles romaines comprenaient des comportements considérés comme normaux au sein de la culture, mais qui semblaient étranges ou dérangeants aux yeux du public moderne. Selon Pedrois, les relations sexuelles entre hommes adultes et adolescents étaient acceptées et souvent célébrées, à condition qu'elles respectent des règles sociales spécifiques. L'adulte était censé jouer un rôle actif et servir de mentor aux garçons sur les plans intellectuels et culturels. Ces relations étaient perçues comme éducatives plutôt qu'exploitantes, bien que la compréhension moderne du développement de l'enfant montre clairement qu'elles impliquaient des déséquilibres de pouvoir inhérents et un potentiel de préjudice psychologique. La littérature romaine conserve des récits détaillés de ces relations. Pétrone, dans son Sataricon, écrit vers 60 après Jésus-Christ, décrit les sentiments complexes du narrateur envers son jeune amant Giton. La beauté du garçon me tourmentait plus qu'elle ne me satisfaisait. Je voulais le posséder entièrement, posséder non seulement son corps, mais aussi ses pensées et ses rêves. Pourtant, lorsque d'autres hommes le regardaient avec désir, je n'éprouvais pas de fierté, mais de terreur à l'idée que quelqu'un puisse me voler ce que j'avais revendiqué. L'amour et la possession devinrent indissociables, et je ne pouvais plus distinguer si j'étais le protecteur ou le ravisseur de gonds. Les pratiques religieuses romaines comportaient parfois des éléments sexuels censés garantir la faveur ou la protection divine. Certains temples employaient des prostituées sacrées qui servaient d'intermédiaires entre les fidèles et les divinités. Le culte de Cybèle, populaire parmi les soldats et les marchands, comprenait des rituels où les prêtres se castraient en extase religieuse, puis vivaient comme des femmes au service de la déesse. Ces Galli occupaient une position sociale unique. Ni homme ni femme, ni citoyen ni esclave, mais des êtres saints qui existaient hors des catégories habituelles. Les pratiques magiques romaines étaient souvent axées sur l'attirance et le contrôle sexuel.
Les sites archéologiques ont révélé de nombreuses tablettes de malédiction demandant une intervention divine dans les relations amoureuses. Geliegas Lucius afin qu'il ne puisse penser qu'à Claudia, afin qu'il ne puisse ni manger, ni dormir, ni trouver la paix avant d'avoir rejoint son lit. Les filtres d'amour, composés de divers ingrédients d'origine animale et végétale, étaient largement vendus et consommés malgré les lois interdisant leur utilisation. La distinction entre médecine, magie et poison était souvent floue, et de nombreux Romains mouraient après avoir consommé des substances destinées à améliorer leur attrait ou leur performance sexuelle. Les attitudes romaines envers le plaisir sexuel différaient sensiblement selon que l'on était homme ou femme. On attendait des hommes qu'ils recherchent activement le plaisir et ils étaient rarement critiqués pour leur indulgence sexuelle, à condition de conserver leur position sociale dominante. Les femmes étaient censées éprouver suffisamment de plaisir pour assurer la conception, mais pas au point de devenir incontrôlables ou infidèles. Cet équilibre délicat suscitait l'anxiété de nombreuses femmes, qui craignaient que manifester un intérêt sexuel trop ou trop faible puisse entraîner une réprobation sociale ou un danger personnel. La littérature romaine compte de nombreuses descriptions de femmes aux prises avec ces attentes contradictoires. L'Amoré d'Ovide, écrit vers 15 avenue Jésus-Christ, contient ce passage. Elle était allongée sous moi telle une statue, accomplissant son devoir, mais ne manifestant aucun plaisir, craignant que la passion ne la trahisse comme une femme dévergondée. Pourtant, lorsque j'ai cessé mes efforts, elle a pleuré, persuadée que sa froideur ne m'avait pas plu. Les épouses romaines doivent naviguer entre le sellement du désir excessif et le caridus de la réponse insuffisante, et nombre d'entre elles se tiennent d'un côté ou de l'autre. La gestion domestique romaine impliquait une surveillance minutieuse du comportement sexuel des esclaves. Les maîtres pouvaient interdire les mariages d'esclaves, séparer les familles d'esclaves et utiliser l'accès sexuel aux esclaves comme récompense ou punition. Certains foyers tiennent des registres détaillés des programmes d'élevage d'esclaves visant à produire des enfants dotés de caractéristiques physiques ou intellectuelles spécifiques. Ces documents conservés sur papyrus et tablettes de cire, comparables à des inventaires de bétail, révèlent à quel point les Romains avaient déshumanisé leurs sujets. La culture militaire romaine comportait des pratiques sexuelles reflétant à la fois le caractère homosocial de la vie militaire et les rapports de force entre conquérants et soldats conquis, censés rester célibataires pendant les campagnes. Mais cette règle était fréquemment violée par le biais de viols, de concubinage et de relations avec les femmes locales. Les célébrations de la victoire incluaient souvent le viol collectif de captives, considéré comme un droit naturel de conquête plutôt que comme un crime de guerre. Le commentaire de César, Idéo, fait allusion à ces pratiques. Après le siège d'Alésia, les légions célébrèrent leur victoire selon l'ancienne coutume. Les femmes capturées furent réparties entre les officiers et les hommes, certaines servant comme servantes, d'autres à des fins que la discipline militaire interdisait habituellement, mais que la victoire autorisait temporairement. Cette nuit-là, les cris du camp se mêlèrent aux chants de triomphe, créant une musique qui exprimait la double nature de Rome, à la fois civilisatrice et destructrice. L'urbanisme romain reflétait des présupposés sur la sexualité et le genre, ancrés dans la structure physique des villes. Les bâtiments publics comportaient des entrées et des espaces séparés pour les hommes et les femmes, tandis que les maisons privées étaient conçues selon des hiérarchies explicites déterminant l'accès aux différentes pièces. Les chambres les plus intimes, où se déroulaient les activités sexuelles, étaient généralement décorées de fresques et de mosaïques célébrant la fertilité, le plaisir et parfois la violence. Les routes romaines, réputées pour leur excellence technique, facilitaient également les déplacements des personnes impliquées dans le commerce du sexe. Prostituées, esclaves et artistes empruntaient ces routes entre les villes à la suite de festivals, de campagnes militaires et d'opportunités commerciales. Les maisons closes en bord de route faisaient souvent office de bordel, et les marchands ambulants s'attendaient à y trouver des services sexuels aussi facilement accessibles que de la nourriture et un logement. Les systèmes juridiques romains comportaient des réglementations détaillées sur les comportements sexuels, reflétant l'intérêt de l'État à contrôler la reproduction, à maintenir les hiérarchies sociales et à préserver l'ordre public. Les lois précisaient quels actes sexuels étaient légaux, qui pouvait les pratiquer avec qui, et les sanctions applicables en cas de violation. Ces lois ne visaient pas principalement à protéger les droits individuels ou à prévenir les préjudices, mais à maintenir les structures sociales qui assuraient la stabilité et la prospérité de Rome.
Les systèmes fiscaux romains incluaient les revenus du commerce sexuel, qui constituaient une source de revenus importante pour l'État. Les prostituées payaient des droits de licence et des impôts sur leurs revenus. Les propriétaires de maisons closes payaient des impôts supplémentaires sur leurs biens. Même les simples citoyens qui commettaient l'adultère s'exposaient à des sanctions financières qui enrichissaient le trésor impérial. À Rome, le sexe n'était pas seulement une affaire privée. C'était une industrie réglementée qui contribuait à la richesse de l'Empire. Les innovations architecturales romaines comprenaient des éléments spécifiquement conçus pour les activités sexuelles. Les battues comprenaient des chambres privées où les couples pouvaient se rencontrer discrètement. Les théâtres comportaient des galeries supérieures où les relations sexuelles étaient courantes, mais officiellement ignorées. Même les temples comprenaient parfois des espaces où les fidèles pouvaient se livrer à des rituels sexuels censés honorer des divinités particulières. Les traditions artistiques romaines ont préservé des traces visuelles de pratiques sexuelles, témoignages précieux sur la vie intime de l'Antiquité. Fresques, mosaïques, sculptures et objets décoratifs représentaient des actes sexuels avec une sincérité qui serait considérée comme pornographique aujourd'hui, mais qui était apparemment acceptable. Décoration domestique dans la Rome antique. Ces œuvres suggèrent que les Romains étaient bien plus à l'aise avec les représentations visuelles de la sexualité que la plupart des cultures européennes ultérieures. Les traditions philosophiques romaines se sont penchées sur des questions relatives à la sexualité, au plaisir et à la nature humaine qui restent d'actualité. Les philosophes stoïciens prônaient généralement la modération et la maîtrise de soi, considérant le désir sexuel excessif comme une faiblesse qui interférait avec la pensée rationnelle. Les philosophes épicuriens étaient plus ouverts au plaisir, mais soulignaient l'importance de choisir judicieusement ses plaisirs et d'éviter ceux qui entraînaient douleur ou complications. L'empereur philosophe Marc Aurèle peinait à concilier ses principes stoïques avec ses désirs humains. Le corps recherche le plaisir comme l'eau cherche son niveau, s'écoulant vers une satisfaction immédiate sans se soucier des conséquences. L'esprit doit servir de barrage, non pas pour empêcher tout flux, mais pour le diriger vers des objectifs qui servent le bien commun. Le désir sexuel n'est ni mauvais ni honteux, mais comme le feu, il doit être contenu et utilisé avec sagesse, sinon il consumera tout sur son passage. Les connaissances médicales romaines sur la sexualité comprenaient des informations anatomiques précises mêlées à des présupposés et superstitions culturelles parfois dangereuses. Les médecins romains comprenaient les mécanismes de la reproduction et développèrent des procédures chirurgicales pour traiter les blessures et les infections sexuellement transmissibles. Cependant, leur traitement reflétait souvent des croyances sur le genre, le statut social et la moralité, qui influençaient leurs diagnostics et leurs recommandations. Les pratiques agricoles romaines incluaient des croyances sur la sexualité humaine, censées influencer la fertilité des cultures. Les agriculteurs programmaient leurs semis et leurs récoltes en fonction de leurs propres activités sexuelles. Convaincus que la fertilité humaine pouvait être transmise aux plantes par la magie sympathique, certains manuels agricoles incluaient des instructions détaillées sur la conduite sexuelle des agriculteurs et de leurs épouses à différentes saisons pour garantir de bonnes récoltes. Les industries du divertissement romaines incluaient des éléments sexuels qui constituaient une part essentielle de leur attrait, et non pas seulement un simple accessoire. Jeux de gladiateurs, représentations théâtrales, courses de chars et fêtes publiques comportaient tous des composantes érotiques qui satisfaisaient le désir de spectacle et de titillation du public. Les artistes de ces événements étaient souvent des prostituées, et le lieu servait de lieu de rencontre pour les personnes en quête de relations sexuelles. Les traditions littéraires romaines ont préservé des poèmes, des récits et des histoires qui offrent un aperçu intime de la vie émotionnelle de personnes évoluant dans ces systèmes sexuels et sociaux complexes. Des écrivains comme Catullus, Oïdée, Properce et Martial ont créé des œuvres à la fois profondément personnelles et largement représentatives, révélant comment chaque Romain vivait l'amour, le désir, la jalousie et la perte dans son contexte culturel. Le syncrétisme religieux romain intégrait des éléments sexuels issus de diverses cultures conquises dans les textes officiels. Et des pratiques religieuses non officielles. Les traditions égyptiennes, grecques, syriennes et germaniques ont apporté des rituels, des croyances et des pratiques qui ont enrichi, mais aussi complexifié, la sexualité romaine. Les cultes à mystère, comme ceux consacrés à Mithrie, Isis ou Dionie, offraient des approches alternatives de la sexualité, parfois en conflit avec les valeurs romaines traditionnelles.
Les systèmes économiques romains incluaient les services sexuels comme forme légitime de commerce, taxés, réglementés et protégés par la loi. L'État romain avait un intérêt financier à maintenir la prostitution, le concubinage et d'autres formes de commerce sexuel, car il générait d'importantes recettes fiscales. Cette dimension économique de la sexualité influençait les politiques et les attitudes romaines d'une manière que des considérations purement morales ou religieuses n'auraient peut-être pas eu. La mobilité sociale romaine comportait des aspects sexuels qui pouvaient soit améliorer, soit ruiner la fortune individuelle. De belles esclaves pouvaient gagner leur liberté grâce à des relations sexuelles avec leurs maîtres. Les citoyens nés libres pouvaient perdre leur statut suite à des scandales sexuels. Les alliances matrimoniales pouvaient élever des familles entières, tandis que les inconduites sexuelles pouvaient conduire à l'exil, à l'exécution ou à la ruine. Les innovations technologiques romaines comprenaient des dispositifs et des substances destinées à améliorer le plaisir sexuel, à prévenir les grossesses ou à traiter les dysfonctionnements sexuels. Les fouilles archéologiques ont révélé des objets clairement destinés à un usage intime, notamment en bronze, en verre et en matières organiques, aujourd'hui décomposées. La pharmacologie romaine comprenait de nombreuses préparations destinées à influencer le désir sexuel, les performances ou la fertilité. Les politiques coloniales romaines incluaient un recours systématique à la violence et au contrôle sexuel comme outil de conquête et de gouvernance. Les peuples conquis étaient contraints de s'adapter aux coutumes sexuelles romaines, tout en se voyant souvent refuser les protections juridiques dont bénéficiaient les Romains. Les administrateurs coloniaux prenaient régulièrement des femmes locales comme concubines, créant ainsi des populations mixtes qui complexifiaient les hiérarchies juridiques et sociales à travers l'Empire. Les pratiques funéraires et funéraires romaines reflétaient des croyances sur la sexualité qui s'étendaient au-delà de la vie terrestre. Les inscriptions funéraires célébraient des mariages censés se poursuivre dans l'au-delà. Les objets funéraires comprenaient des objets associés à des activités sexuelles. Certains rituels funéraires comportaient des éléments sexuels destinés à assurer aux défunts la viabilité, la fertilité et la mort. Imaginez-vous maintenant dans ce couloir de marbre où nous avons commencé. Mais cette fois, vous comprenez le véritable sens de ces conversations murmurées. Ces rituels de beauté empoisonnant peu à peu les femmes aristocratiques. Ces contrats de mariage traitant l'intimité humaine comme de l'élevage. Ces esclaves dont le corps était considéré comme une propriété à acheter, vendre et utiliser sans consentement. Ces enfants mariés avant même d'avoir compris ce que signifiait le mariage. Ces codes sociaux élaborés déterminaient qui pouvait toucher qui, comment et quand. La civilisation romaine nous a légué des routes, des lois, une littérature et des merveilles architecturales qui suscitent encore l'admiration aujourd'hui. Mais elle a aussi créé des systèmes de relations humaines intimes fondés sur des fondements d'inégalité, d'exploitation et de violence que nous avons du mal à comprendre. Les Romains n'étaient pas des monstres. C'étaient des êtres humains évoluant dans des cadres culturels qui leur semblaient naturels et inévitables. Tout comme nos propres coutumes sexuelles nous semblaient naturelles et inévitables, les cendres volcaniques qui ont préservé Pompéi ont également préservé un miroir qui nous renvoie la vérité dérangeante. La sexualité humaine a toujours été façonnée par le pouvoir, la politique et les hiérarchies sociales. Ces Romains gisant dans leur dernière demeure, leur vie intime figée dans le temps, nous rappellent que la distance entre leur monde et le nôtre est peut-être plus mince qu'on ne voudrait le croire. Nous sommes simplement devenus plus habiles à dissimuler les transactions, les inégalités et la violence qui façonnent encore nos moments les plus intimes. Leurs fantômes nous murmurent à travers les siècles, non pas en latin, mais dans le langage universel du désir humain, compliqué par la cruauté humaine. Il nous rappelle que l'intimité n'a jamais été innocente, que l'amour n'a jamais été exempt de pouvoir, et que les coutumes sexuelles de chaque culture révèlent ses valeurs les plus profondes quant à savoir qui est pleinement humain et qui ne l'est pas. Debout dans ces ruines aujourd'hui, on peut presque entendre l'écho de ces murmures anciens, porteurs de secrets enfouis mais jamais vraiment éteints. Ils apprennent simplement à parler différentes langues et se cachent derrière des coutumes aussi tenaces et troublantes que le cœur humain lui-même.